Bonjour à tous. Donc, nous abordons aujourd'hui le séminaire qui sera entièrement dédié pendant 2 jours aux biotechnologies. Donc, je remercie tous les conférenciers qui ont pu dégager un peu de leur temps pour participer à ce séminaire. Donc, je vous rappelle qu'il s'inscrit complètement dans la logique de développement durable, bien entendu, et surtout, il concerne la biomasse et les enjeux pour 2050 dans la biomasse. Donc, ça évitera des discussions pour savoir à quoi ça pourrait servir. Les défis auxquels on est confronté pour la biomasse ont déjà été présentés, énumérés. Donc, il n'y aura pas de surprise sur cette partie-là. J'insisterai donc qu'il y a une première partie, c'est les besoins alimentaires, la réduction des gaz à effet de serre, la substitution partielle aux hydrocarbures fossiles, s'adapter au changement climatique. Il y en a 3 dernières qui sont les finalités socio-économiques et géopolitiques, dont vous avez vu que la dernière a pris une résonance particulière ces derniers temps, puisqu'elle figure d'une manière ou d'une autre dans un certain nombre de programmes politiques présentés par les candidats majeurs, on va dire, qui concernent la réindustrialisation. Ce n'est pas suite au cours, je vous rassure tout de suite. Quand même, restez tranquille, il n'y a pas d'impact jusqu'à ce point-là. Les biotechnologies dans ce jeu-là, on va progressivement les affiner, on va rentrer dedans. Donc, je rappelle simplement la définition de l'OCDE. C'est l'application de la science et des technologies à des organismes vivants, à leurs composantes, aux produits, aux modélisations qu'on peut avoir, donc pour modifier aussi bien des matériaux vivants que de non-vivants. Donc il y a des applications moléculaires. Dans cet ensemble-là, il est classique de leur attribuer des couleurs. Donc il y a les rouges qui concernent tout ce qui est la santé, les bleus qui sont les biotechnologies marines. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a un petit souci quand on prend des microalgues, est-ce qu'elles sont marines ou est-ce qu'elles sont vertes? Bon, appartenant à l'INRA, pour moi, elles sont forcément vertes parce qu'il y a de la chlorophylle. Donc l'extension, c'est le champ du végétal. Donc pour moi, les bleus, c'est sans les microalgues. Les biotechnologies jaunes, c'est tout ce qui concerne les opérations sur l'environnement pris globalement. Donc elles sont hors jeu aujourd'hui. Et les 2 qui seront abordées sont les biotechnologies blanches, c'est-à-dire enzymes et micro-organismes. Et les biotechnologies vertes, c'est le végétal, c'est-à-dire, pour être tout à fait clair, les plantes et les microalgues, au sens général du terme. Donc ça s'inscrit dans un mouvement qui est celui de la bioéconomie. Donc vous trouvez N définitions dans la littérature. La définition de l'OCDE qui a réfléchi longtemps dessus, qui a rédigé un rapport sur la bioéconomie en 2030. Donc c'est la création de valeur ajoutée, c'est-à-dire pour être clair, d'emplois et de richesses à partir des travaux dans les sciences biologiques. Donc il y a des différentes définitions. Un certain nombre de pays ont même élaboré des programmes politiques comme l'Allemagne, avec un programme de recherche stratégique sur la bioéconomie, qui est doté de plusieurs milliards d'euros, donc peu pour 2030. Et en dehors de l'Europe, vous avez un dernier cadre de jeu, qui est celui de l'économie verte. Donc ça, c'est Rio plus 20, où vous trouvez la bioéconomie, mais comme bien entendu, il n'y a pas nécessairement un consensus, où il y a un souci de différenciation, au moins au niveau sémantique. Rio plus 20 ne parle plus de biodiversité, parle d'économie verte. Et donc l'objectif de Rio plus 20 est d'améliorer le niveau de... D'abord, on parle d'économie verte. On ne parle plus jamais de croissance, parce que croissance, ça renvoie au PIB, au PNB, etc., qui ne sont pas nécessairement les bons indicateurs, du moins ce sont des indicateurs incomplets. Donc on parle d'amélioration du niveau de vie pour les pays en voie de développement sans augmenter leurs contraintes écologiques, et maintenir le niveau de vie dans les pays développés tout en réduisant leur empreinte écologique. L'expérience de Durban récente vous illustre de quelle manière les difficultés sont nombreuses dans cette logique de maintien de niveau de vie et de réduction des empreintes écologiques. Donc le cours aujourd'hui, il s'inscrit toujours dans le même schéma. Ce que l'on va explorer sur ce schéma, dans ce schéma général, donc ce sont les 2 boîtes biotechnologie verte et biotechnologie blanche. Ça, ce sera l'objectif.
Donc le programme, en fonction des disponibilités des conférenciers, a été construit en disant on va d'abord parler de la biologie moderne. Donc on part, c'est pas directement, c'est un résumé très succinct des interventions de chacune des personnes. Mais donc sur les microalgues, nous aurons une contribution de Gilles Pelletier, une seconde sur les plantes, donc la partie complémentaire, donc de Loïc Le Pignec. Ensuite, je pense qu'il était nécessaire de faire un lien avec la partie génomique et bioinformatique. Donc, en quoi la connaissance de ces données à très fort volume obtenues par séquençage nous permet de rentrer dans la prédiction des gènes et de leurs fonctions, les gènes étant connus au sens linéaire du terme, donc ça, ce sera donné par Jean-François Gibrat. La biologie structurale est abordée dans d'autres cours du Collège de France, donc il me paraissait inutile, ou du moins pas nécessairement très pertinent ici, d'avoir une intervention qui n'aurait pas été spécifique là-dessus. En revanche, la métabolomique, donc qui est l'étude de l'ensemble du métabolome par les méthodes modernes, vers la biologie intégrative, sera abordée par Dominique Rollin, mais tout ce qui est biologie intégrative étant aussi traité dans d'autres cours ne sera pas présenté ici. Donc, ensuite, pour illustrer chacune des boîtes, donc ces exposés-là peuvent être repris et attribués à chacune des boîtes, soit sur la partie biotechnologie verte, plus spécifiquement, Stephen Ball nous parlera d'amidon, Hermann Hofte de la partie biomasse lignocellulosique. Sur la partie génie enzymatique, métabolique, fermentaire, donc Magali Remeau abordera les nouvelles enzymes. François Képès nous parlera de biologie synthétique, qui est le terme peut-être le plus ultime. Et Jean-Marc Nicot, qui est absent aujourd'hui, nous parlera de la structure des lipides. Donc vous avez sur chacune des principales cibles dont je vous ai parlé précédemment, l'amidon, la lignocellulose et les lipides, des interventions vous montrant comment ces métabolismes peuvent être compris, voire orientés, sur deux cibles végétales majeures qui sont les plantes et les microalgues. Alors une fois qu'on a fait ça, on est dans le scientisme le plus absolu. Donc vous voyez bien en plus en ce moment il y a un certain nombre d'événements, pas nécessairement liés à la campagne électorale, qui vous montrent que les individus ont quelquefois une réactivité, en France du moins, une réactivité très particulière sur cette question-là. Donc quel est l'apport pour la société? Donc ce que l'on va faire en discutant de cette technologie, de cette science, c'est à identifier des inventions. Alors il y a un exemple d'invention qui est tout simple, que j'utilise classiquement, moi. C'est dans un vieux film ou une vieille pièce de théâtre, je ne sais pas, c'est le Spoons de Marcel Pagnol, donc c'est passé complètement de mode, hein, c'est un film de série B. Il y a une discussion très intéressante sur la transformation d'un baril d'anchois moisi en un produit nouveau qui s'appelle les anchois des tropiques. Et si vous lisez ce texte-là, vous verrez que dedans, c'est un produit qui est nouveau, c'est un produit qui est réalisable, parce que ça a fermenté dans le magasin ou dans l'entrepôt de stockage. Et c'est un produit qui est utile parce qu'il apporte de nouvelles composantes sensorielles. Et vous avez là l'illustration de ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire une invention, mais qui se transforme en innovation, c'est-à-dire qu'elle rencontre tout de suite son succès sur le marché. Donc ça, c'est le mauvais exemple que l'on peut donner, mais que je tiens à vous présenter. C'est surtout pas comme ça qu'il faudrait envisager la science et la technologie. On a une création dans un laboratoire et hop, ça part sur le marché avec éventuellement un filtre pour enlever les points aberrants, c'est tout. Donc ça, c'est le mauvais exemple, et manque de chance, c'est ce que vous trouvez dans l'esprit, en particulier, d'un certain nombre de chercheurs. Donc pour reprendre ça, je conserve l'idée invention, l'innovation, c'est le succès sur le marché. Ce succès sur le marché, il suppose que la société qui voit passer ces objets-là, nouveaux, soit en technologie visible, soit en technologie invisible, parce que vous ne rendez pas compte que le produit est strictement nouveau. Cette société, elle va réagir, et dans le cas des biotechnologies, se crée un certain nombre de controverses sociétales en particulier. Donc, pour décrire ce paysage-là, on aura d'une part, et c'est important d'avoir ça en tête, quand il y a création de nouvelles connaissances, création de nouvelles technologies, qui ont nécessité des efforts considérables en investissement intellectuel, eh bien, quelle forme de propriété intellectuelle, de quelle forme de propriété actuelle disposons-nous à l'heure actuelle dans ce domaine des biotechnologies? Donc, c'est ce que nous présentera Agnès Ricraud, donc, avec les certificats d'obtention végétale et les brevets. Donc ça, c'est pour s'assurer
que derrière, il y a une propriété intellectuelle qui peut rentrer ou non en adéquation avec le système capitaliste, mais il faut de toute façon à un certain moment établir cette propriété. Ensuite, on abordera directement les controverses sociétales, et c'est Pierre-Benoît Joly qui nous expliquera justement dans le cas des OGM végétales comment la controverse s'est construite et quel est l'état à l'heure actuelle de la discussion. Et donc cette controverse, elle existe dans la société et elle se construit à partir des citoyens. Ces citoyens, ils ont été formés. Donc quelle est la formation des citoyens dans le secondaire, c'est-à-dire avant 18 ans? On va considérer qu'ils passent tous le baccalauréat à 18 ans, peu importe leur succès. Et donc c'est dans l'étape antérieure qu'on leur a appris ce qu'était la biologie moderne, ce qu'étaient les biotechnologies. Et donc Gérard Bonnour viendra nous expliquer comment l'éducation dans le secondaire prépare-t-elle les futurs citoyens à l'arrivée de ces innovations, sachant bien entendu qu'il y aura toujours un décalage entre la formation du secondaire et ce que la recherche va produire progressivement et qu'on ne peut pas nécessairement anticiper. Et ensuite, dans une table ronde, on verra comment les médias transmettent ces informations. Alors, l'objectif là n'est absolument pas de discuter de la déontologie des médias, de leur mode de travail. On a retourné l'affaire, la problématique, en demandant comment les médias réagissent-ils face à ces controverses et en gros, quelles sont leurs attentes vis-à-vis des chercheurs, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Et est-ce qu'ils disposent à l'heure actuelle des sources d'informations suffisantes et mobilisables pour instruire ces controverses et non pas simplement entretenir le buzz. Et donc, 3 journalistes interviendront, donc, parce qu'indépendamment des autres personnes que j'ai déjà citées, bien entendu. Donc, Pascal Minet de la Recherche, Marie-Odile Monchicourt de Radio France et Sylvestre Huet de Libération, donc, qui interviendront pour poser des questions, enfin pas pour attendre des réponses immédiates, mais pour savoir quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la recherche. Voilà globalement comment a été construit ce séminaire. Donc je propose tout de suite que Jean-François Gibras, dans une logique tout à fait ascendante, prenne la suite sur la partie exploitation des données de séquençage.